XF-85 Goblin. Le plus petit chasseur à réaction de l'histoire de l'aviation militaire. Long de 4,5 mètres, sans train d'atterrissage, sans possibilité de décoller du sol ni d'y atterrir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air américaine développait un nouveau bombardier stratégique, le B-36. Cet appareil pouvait atteindre le territoire ennemi sans escale, mais aucun chasseur d'escorte n'avait une autonomie comparable. Les bombardiers restaient sans défense face aux intercepteurs au-dessus de leur cible. En 1946, la société McDonnell proposa une solution. Un chasseur minuscule qui serait rangé directement dans la soute à bombe du B-36, largué en plein combat, puis ramené à bord après s'être arrimé à l'avion porteur en vol. Ainsi naquit le Goblin. Un fuselage en forme d'œuf, des ailes repliables, un empennage tricoque. Le moteur Westinghouse J-34 développait une poussée de 1360 kg, soit, selon les calculs, assez pour propulser l'appareil jusqu'à 1050 km/h. Au lieu d'un train d'atterrissage, une simple patte d'atterrissage était prévue en cas d'atterrissage d'urgence sur le ventre. Au lieu d'un retour classique à la base, un crochet d'arrimage permettait au pilote de s'accrocher au trapèze abaissé depuis la soute à bombe de l'avion porteur. Les essais débutèrent en août 1948 sur la base aérienne de Muroc, en Californie. Faute de B-36 encore disponible, on utilisa un bombardier B-29 modifié, surnommé Monstro. Le 23 août, le pilote d'essai Edwin Schock se détacha pour la première fois du trapèze et pilota le Goblin en vol libre. Le vol se déroula normalement. Mais lorsque Schock tenta de s'arrimer de nouveau, les turbulences produites par les moteurs de l'avion porteur rendirent la manœuvre presque impossible. Il rata l'accrochage une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Lors d'une nouvelle tentative, le crochet heurta le trapèze de travers et la verrière de la cabine explosa en morceaux. Le flux d'air, à une vitesse de 320 km/h, arracha le casque et le masque à oxygène de Schock. Cabine ouverte, sans oxygène, à une altitude de 6000 mètres, il parvint tant bien que mal à ramener l'appareil au sol et se posa sur le ventre, sur le lit asséché d'un lac. Au total, le Goblin effectua 7 vols durant toute la durée du programme. 4 d'entre eux se terminèrent par un atterrissage d'urgence sur le ventre. L'arrimage à l'avion porteur ne réussit que 2 fois, et la seconde fois, le trapèze se brisa juste après l'accrochage, renvoyant le Goblin vers le bas. Le 24 octobre 1949, le programme fut abandonné. Les ingénieurs avaient entre-temps appris à ravitailler les chasseurs classiques en plein vol, ce qui rendait inutile ce parasite volant. Les 2 prototypes survécurent et sont aujourd'hui exposés dans des musées. Sur l'ensemble du programme, le Goblin cumula 2 heures et 19 minutes de vol. Bachem BA-349. Le premier avion habité à décollage vertical de l'histoire. Son unique vol d'essai avec un homme à bord dura exactement 1 minute et se termina par la mort du pilote. À la fin de 1944, l'aviation allemande était en pleine déroute. Les Alliés bombardaient les villes allemandes jour et nuit, les Américains de jour, les Britanniques de nuit. L'artillerie anti-aérienne ne suffisait plus. Les chasseurs n'avaient pas le temps de prendre l'altitude nécessaire avant l'arrivée des bombardiers. L'ingénieur Eric Bachem proposa une autre solution. Un intercepteur à usage unique, lancé verticalement depuis un rail au sol comme une fusée, atteignant l'altitude voulue en quelques secondes, tirant toutes ses roquettes sur la formation de bombardiers, puis ramenant le pilote au sol en parachute, séparément de la cellule. La Luftwaffe rejeta le projet. Bachem s'adressa alors directement au Reichsführer SS Heinrich Himmler. Himmler donna son accord. Le 1er août 1944, le projet obtint son financement. Le nom Natter, qui signifie vipère en allemand, désignait un appareil construit surtout en bois, contreplaqué, colle, clous. L'avion décollait verticalement, grâce à 4 propulseurs à poudre, développant une poussée totale d'environ 2000 kg. Le compartiment avant contenait 24 roquettes non guidées de calibre 73 mm. Après l'attaque, le nez était largué, et le pilote ainsi que la partie arrière avec le moteur descendaient sous des parachutes séparés en vue d'une réutilisation. Le 1er mars 1945, près du village de Stetten am Kaltenmarkt, eut lieu l'unique décollage vertical habité. Aux commandes se trouvait le pilote d'essai Lothar Sieber, âgé de 22 ans.
Le décollage se déroula normalement. L'appareil s'éleva à la vitesse prévue. Mais environ 15 secondes plus tard, le nateur se retourna et s'écrasa au sol. Sieber fut tué. L'enquête révéla que sous l'effet des accélérations subies au décollage, le pilote avait involontairement tiré le manche vers lui. L'avion cabra et perdit sa stabilité. À ce moment, la verrière de la cabine, mal fixée, se détacha et la tête de Sieber heurta une cloison en bois. Le programme ne fut pas abandonné. En avril 1945, 10 nateurs étaient prêts pour un usage opérationnel. Le 9 avril, à l'approche des troupes américaines, les soldats allemands détruisirent eux-mêmes tous les appareils, sans qu'aucun d'entre eux n'ait pu s'envoler. Sur les 36 nateurs construits, aucun ne fut jamais utilisé au combat. Un exemplaire survivant se trouve aujourd'hui dans les réserves du National Air and Space Museum, à Washington. Convair XFY, un pogo. Un chasseur qui décollait dressé sur sa queue, le nez vers le haut, porté par ses hélices tournantes. Pour permettre au pilote de descendre de l'appareil après l'atterrissage, une corde de 7,5 mètres était installée dans la cabine. Au début des années 50, la marine américaine se trouva confrontée à un problème. Les avions à réaction devenaient plus rapides, mais leur décollage exigeait des pistes toujours plus longues. Les porte-avions ne suivaient plus ce rythme. Les amiraux voulaient un chasseur capable de protéger les convois et les petits navires sans avoir besoin d'un porte-avions. En 1951, la marine confia des contrats à 2 sociétés, Convair et Lockheed, pour développer un chasseur à décollage vertical capable de partir directement du pont d'un petit navire. Convair conçut le Pogo. L'appareil se tenait la queue en bas et le nez en haut, reposant sur 4 petits trous placés au bout des ailes et des plans de queue. 2 hélices tripales contrarotatives d'environ 5 mètres de diamètre étaient entraînées par un turbopropulseur de 5500 chevaux. Au décollage, l'avion s'élevait verticalement, puis basculait en position horizontale et volait comme un avion classique. À l'atterrissage, la manœuvre s'effectuait en sens inverse. Le pilote, en vol stationnaire la queue vers le bas, regardait par-dessus son épaule vers l'arrière et vers le bas et faisait descendre l'appareil lentement sur le pont en jouant sur les gaz. Le 2 novembre 1954, le pilote d'essai James Coleman réalisa pour la première fois le cycle complet, décollage vertical, passage en vol horizontal et atterrissage vertical. Techniquement, c'était une réussite. Mais le programme rencontrait d'autres difficultés. L'atterrissage en vol stationnaire exigeait un pilotage extrêmement précis, la moindre erreur menant à une catastrophe certaine. La vitesse maximale n'était que de 700 km/h, moins que celle du MiG-15, l'appareil qu'il était censé affronter. Sa charge militaire était insignifiante. La marine ne pouvait pas se permettre de former suffisamment de pilotes capables de maîtriser un tel appareil. Le 1er août 1955, le programme fut abandonné. Un seul prototype avait été construit. Il se trouve aujourd'hui au National Air and Space Museum, la queue en bas et le nez en haut, exactement dans la position où il se tenait toujours prêt à décoller. Avro Canada VZ9, une soucoupe volante de 5,5 mètres de diamètre développée à la demande de l'armée américaine. Après 7 500 000 $ d'investissement, il s'avéra que l'appareil ne pouvait pas voler à plus d'1 mètre du sol. En 1953, John Frost, ingénieur en chef de la société canadienne Avro, participa à une rencontre secrète en Allemagne de l'Ouest. Un ingénieur allemand lui raconta là que, à la fin de la guerre, la Luftwaffe aurait testé un appareil en forme de disque, capable de planer au-dessus du sol sur un coussin d'air et d'atteindre une vitesse élevée. Les documents, selon cet ingénieur, avaient été détruits. Frost rentra au Canada et se mit au travail sur sa propre soucoupe volante. Vers 1958, le projet intéressa l'armée de l'air et l'armée de terre américaine. L'armée de l'air voulait un appareil capable de voler sous les radars et d'atteindre Mach 3. L'armée de terre voulait un remplaçant pour l'hélicoptère. Avro entreprit de satisfaire les deux. L'Avrocar était propulsé par 3 turboréacteurs. Ceux-ci entraînaient un rotor central qui créait un coussin d'air sous le disque et assurait la portance. 2 pilotes prenaient place dans des cabines vitrées situées de part et d'autre du rotor.
Visuellement, l'appareil ressemblait vraiment, trait pour trait, à une soucoupe volante de cinéma. Le premier vol eut lieu en 1959. L'appareil pouvait se maintenir à quelques centimètres du sol et se déplacer lentement. Mais dès qu'il dépassait 1 mètre d'altitude, il se mettait à osciller et à tourner de façon incontrôlable. Les ingénieurs appelèrent ce phénomène « hubcapping », en référence à une pièce de monnaie lancée à plat sur une table. Aucune modification ne parvint à corriger ce défaut. La vitesse maximale en vol horizontal n'atteignit que 56 km/h. Il n'était plus question du moindre Mach 3. En décembre 1961, le programme fut abandonné. 1 an plus tard, la société Avro Canada cessa d'exister. L'un des 2 prototypes se trouve aujourd'hui au National Museum of the United States Air Force comme preuve tangible que la forme d'une soucoupe volante ne suffit pas, à elle seule, à faire voler un appareil. Heinkel HE-162, un chasseur à réaction conçu et construit en 90 jours. Il était prévu que des adolescents des jeunesses hitlériennes le pilotent avec une formation minimale. À l'automne 1944, l'industrie allemande était en ruine, les réserves de métal épuisées et les pilotes expérimentés tués ou blessés. Les bombardiers alliés opéraient presque sans être gênés. Le ministère de l'Air allemand lança un concours pour un chasseur à réaction bon marché pouvant être produit par une main-d'œuvre peu qualifiée à partir de matériaux non stratégiques et confié à des pilotes sans formation poussée. Le délai accordé pour ce projet était de 3 mois. La société Heinkel gagna le concours. Le HE-162 fut construit principalement en bois avec un unique turboréacteur BMW 1100 monté sur le dessus du fuselage. Son envergure était de 7,5 mètres pour un poids à vide inférieur à 1900 kg. Le 6 décembre 1944, l'avion s'envola pour la première fois, exactement dans les délais. 4 jours plus tard, lors d'un vol de démonstration, un revêtement en bois de l'aile se détacha en plein vol. L'avion se disloqua et le pilote fut tué. L'enquête révéla que la colle utilisée lors de l'assemblage était de mauvaise qualité. Malgré cela, la production en série ne fut pas arrêtée. En avril 1945, environ 120 appareils avaient été livrés. Mais on ne confiait leur pilotage qu'à des aviateurs expérimentés, car l'avion tuait les débutants. Dans les virages serrés, les ailes avaient tendance à se déformer. Le moteur cessait de fonctionner. Lors de manœuvres trop brusques, l'appareil partait en vrille. En 3 semaines, en avril 1945, 13 avions s'écrasèrent et 10 pilotes furent tués. La plupart non au combat, mais à cause de défauts de construction. Aucun E-162 ne fut jamais confié aux membres des jeunesses hitlériennes. Lorsque les appareils de série arrivèrent enfin dans les unités, la guerre touchait à sa fin. Cet avion, conçu comme une arme de la victoire, ne fut finalement qu'un exemple de ce que la précipitation dans la conception aéronautique peut coûter en vies humaines. Minier HM-14. Un ingénieur français convainquit des milliers de personnes de construire cet avion eux-mêmes. En 1936, on découvrit que, dans certaines conditions, il entrait dans un piquet dont il était impossible de sortir. Henri Minier était ingénieur en radio, pas constructeur aéronautique. Il ne savait pas piloter les avions à commande classique et conçut donc le sien, le plus simple possible. Le HM-14 se pilotait avec un seul manche. L'avant-arrière inclinait l'aile avant, le gauche-droite tournait le gouvernail de direction, sans le moindre aileron. Sa structure était en bois et en toile, avec un moteur de moto. Minier écrivit un livre dont le sous-titre affirmait que si l'on sait planter un clou, on peut construire cet avion. Le livre se vendit à plus de 5000 exemplaires. Vers 1936, plus de 500 poux du ciel étaient en construction en France seulement. Mais en 1936, les accidents commencèrent. Les uns après les autres, les avions entraient dans un piquet serré et s'écrasaient au sol. Les pilotes n'avaient pas le temps de réagir. Des essais en soufflerie menés en Grande-Bretagne et en France montrèrent que, lorsque le nez descendait sous 15 degrés, l'aile avant créait un flux d'air tel qu'il devenait physiquement impossible de reprendre le contrôle. Minier lui-même ne parvint jamais à reproduire cette situation, car il pilotait avec beaucoup de prudence et n'inclinait jamais le nez aussi fortement. En juin 1937,
les vols sur les poux du ciel non modifiés furent interdits en Grande-Bretagne. La France instaura des restrictions similaires. Minier modifia la structure et corrigea le défaut, mais la réputation de l'appareil était détruite. Des milliers d'exemplaires inachevés restèrent dans des garages. Minier continua lui-même à perfectionner sa structure jusqu'à la fin de sa vie. Des versions modifiées du Poux du ciel volent encore aujourd'hui. Mais le nom de Minier reste à jamais associé dans l'histoire de l'aviation à un avion qu'un pilote inexpérimenté ne pouvait pas maîtriser, alors que c'était précisément à lui qu'il était destiné. BD-5J. Le plus petit avion à réaction produit en série au monde, selon le livre Guinness des records. Son fabricant collecta les acomptes de milliers d'acheteurs, sans jamais livrer les moteurs à la plupart d'entre eux. En 1971, le constructeur aéronautique américain Jim Bead présenta le BD-5 au salon de l'Experimental Aircraft Association à Oshkosh, dans le Wisconsin. L'appareil ressemblait à un chasseur à réaction miniature, fuselage profilé, grande verrière, position de pilotage semi-allongée. Dans sa version à réaction, le BD-5J, un moteur microturbo TRS-18 propulsait un appareil de 163 kg jusqu'à 500 km/h. Son poids à vide était inférieur à celui d'une moto moyenne. Envergure, 4,5 mètres. Les ailes se démontaient et l'avion pouvait tenir dans un garage ordinaire. À la fin de 1971, la société Bead Aircraft avait recueilli 4300 précommandes. Vers le milieu des années 70, plus de 5000 kits avaient été expédiés. Mais il n'existait pas de moteur adapté à l'appareil. Un premier fournisseur de moteurs fit faillite, puis un second. Les acheteurs recevaient des kits incomplets et attendaient des moteurs qui ne finirent jamais par arriver. En 1979, Bead Aircraft déposa le bilan. La Commission fédérale du commerce des États-Unis interdit à Jim Bead, pour 10 ans, de recevoir des acomptes de clients. Sur plus de 5000 kits expédiés, seules quelques centaines furent menés jusqu'à un état permettant le vol. Les exemplaires qui parvinrent tout de même à voler devinrent célèbres. En 1983, le BD-5J apparut dans la scène d'ouverture du film Octopussy, dans la saga James Bond. Dans les années 90, des versions à réaction se produisirent dans des meetings aériens sponsorisés par des brasseries. Le BD-5J reste aujourd'hui encore, officiellement, le plus petit avion à réaction au monde, selon le livre Guinness des records, un record détenu depuis plus de 25 ans. Une trentaine d'appareils continuent de voler à ce jour. Colomban Cri-Cri. Le plus petit avion bimoteur habité au monde. Un ingénieur français lui donna le nom de sa fille. Envergure, 5 mètres. Poids à vide, 170 kg. Au début des années 70, l'ingénieur aéronautique français Michel Colomban décida de construire un petit avion de sport destiné à la construction amateur, léger, peu coûteux et capable de voltige. Les exigences étaient extrêmement strictes. Poids minimal, coût minimal et 2 moteurs pour la fiabilité. Colomban opta pour 2 moteurs 2 temps de moto McCulloch, développant chacun 15 chevaux. Le 19 juillet 1973, le Cri-Cri s'envola pour la première fois. Avec une envergure de 5 mètres et une longueur de seulement 4,5 mètres, c'était le plus petit avion bimoteur ayant jamais volé avec un homme à bord. L'appareil se révéla capable de toutes les figures de voltige, looping, tonneau, vol inversé. En 1982, le Cri-Cri fut présenté au public pour la première fois lors d'un meeting aérien à Oshkosh et devint immédiatement culte parmi les constructeurs amateurs. Au cours des décennies suivantes, apparurent des versions à réaction et des versions électriques. Le 5 septembre 2010, la version électrique du Cri-Cri, équipée de 2 moteurs électriques de 25 chevaux chacun, établit un record mondial de vitesse pour les avions à batterie lithium-polymère, à 262 km/h. Plus de 1000 Cri-Cri ont été construits à travers le monde. Cet avion, qui a aujourd'hui plus de 50 ans, reste officiellement le plus petit avion bimoteur habité au monde. Bumblebee 2. Envergure, 168 cm. Longueur, moins de 3 mètres. Robert Starr construisit cet avion pendant 9 ans, dans le seul but d'entrer dans le livre Guinness des records. Robert Starr était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, après laquelle il pilota des chasseurs au sein de la Garde nationale de Californie.
En 1948, il commença, avec le constructeur Ray Stitz, à travailler sur des avions records de petite taille. Leur collaboration aboutit à la création du Sky Baby en 1952. Mais Starr estimait n'avoir pas reçu la reconnaissance méritée pour sa participation au projet et décida de tout faire lui-même. En 1980, à l'âge de 60 ans, il commença à concevoir le Bumblebee. Le 28 janvier 1984, Starr fit voler pour la première fois le Bumblebee 1 et entra immédiatement dans le livre Guinness des records comme pilote du plus petit avion au monde. Mais dès août de la même année, Donald, le fils de Stitz, construisit un monoplan encore plus petit, le Baby Bird. Le record fut perdu. Starr se mit alors à construire le Bumblebee 2. Le 2 avril 1988, le Bumblebee 2 effectua son premier vol et rendit à Starr le record Guinness du plus petit biplan au monde. Le 5 mai de la même année, lors d'un nouveau vol, le moteur tomba en panne dans la phase finale de descente et l'avion s'écrasa. Starr survécut, grièvement blessé, tandis que le Bumblebee 2 fut entièrement détruit. Selon le livre Guinness des records, le Bumblebee 2 reste officiellement le plus petit avion habité ayant jamais volé en termes de dimension. Le Bumblebee 1 a été conservé et est aujourd'hui exposé au musée aérospatial Pima à Tucson, en Arizona. Stitz Sky Baby, 1952. Un avion pour lequel le pilote devait peser exactement 77 kg, sous peine de voir le centre de gravité se déplacer jusqu'à un seuil dangereux. En 1948, le constructeur Ray Stitz paria avec des collègues sur une base aérienne du Michigan qu'il construirait un avion à l'envergure de 3,5 mètres, capable de voler avec un homme à bord. Ses collègues n'y croyaient pas. Une première tentative, l'avion Junior, se termina par un accident après un décollage à 3 mètres d'altitude. La cabine, large de 38 cm, s'avéra trop étroite pour que le pilote puisse manœuvrer normalement. Stitz ne renonça pas. En 1952, Stitz et Robert Starr construisirent le Sky Baby. Envergure, 2,5 mètres. Longueur, 3 mètres. Moteur continental à 85 de 85 chevaux. Les exigences de vol étaient étranges, même pour un appareil expérimental. Le pilote devait peser exactement 77 kg. En dessous de ce poids, le centre de gravité se déplaçait vers l'arrière, au-dessus, vers l'avant. Les deux cas pouvaient se révéler fatals. La vitesse d'atterrissage atteignait 200 km/h, soit le double de celle des avions légers ordinaires de l'époque. Au moindre écart par rapport au régime prévu, l'appareil perdait sa stabilité. Malgré cela, le Sky Baby volait avec succès et entra dans le livre Guinness des records comme le plus petit avion du monde, un record qui tint jusqu'en 1984 lorsque Robert Starr le dépassa avec le Bumblebee 1. Le Sky Baby a été conservé. Il se trouve aujourd'hui dans les collections du National Air and Space Museum de l'institution smithsonienne à Washington. Stitz gagna formellement le pari de 1948, bien qu'il lui ait fallu 4 ans et un avion capable de tuer un pilote ayant pris un seul kilogramme de trop. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous ou rejoignez le Discord pour proposer le prochain sujet.